La logique d'implantation d'une villa gallo-romaine était une pente légère exposée au sud ou à l'est avec une vue dégagée, la proximité des ressources comme l'eau, la pierre, le bois, la terre cultivable. Les Romains se servaient de terrasses naturelles ou ils terrassèrent dans la construction. Ici, les murs retrouvés en fouilles sont les fondations de l'habitation du propriétaire. Cette partie est appelée pars urbana. À l'époque romaine, une villa est une ferme. Avez-vous retrouvé les dépendances agricoles, la pars rustica? Oui, elles sont connues par la prospection géophysique. Les bâtiments d'exploitation étaient généralement répartis en contrebas de la pars urbana sur les longs côtés d'une cour agricole. Ces bâtiments pouvaient être soit en pans de bois, en pierre ou mêler les deux constructions. Leur toit était soit en chaume, soit en tuiles. Ils ont beaucoup à nous apprendre. L'un de ces bâtiments a été reconnu comme étant une forge. Comment avez-vous pu l'identifier? Nous avons découvert de nombreux indices en fouilles. Un foyer de forge avec de nombreuses scories, des loupes de foyer et une importante couche cendreuse autour du foyer. La villa a sans doute été abandonnée. Dès le IVe siècle après son abandon, la villa a servi de carrière de pierre. Les Romains semblaient porter beaucoup d'attention à l'aspect visuel du mur de leur construction. Ici, les murs sont réalisés avec de petits blocs réguliers dits en petit appareil. Oui, ils sont en petits moellons de calcaire et mortier de chaux. Et l'avantage est que chaque pierre peut être manipulée par un seul homme sans recours à des engins de levage. Pour les fenêtres, leur forme est donnée par un linteau ou un arc. Il doit être très solide, car c'est celui qui supporte le poids du mur qui se poursuit au-dessus de cette ouverture. Arc et linteau pouvaient être en pierre, en bois ou en maçonnerie. Oui, mais nous n'en avons trouvé aucun vestige, ni d'éléments d'encadrement de portes et de fenêtres. Mais il y en avait forcément car nous avons retrouvé des fragments de verre à vitre. Il semblerait que ces murs aient été enduits d'une épaisse couche de chaux. Les fragments d'enduit retrouvés montrent des traits tirés au fer et parfois soulignés de rouge. Avez-vous retrouvé des éléments de toiture? Nous avons retrouvé quantité de tégula, des imbrisses et des clous de toute taille, mais pas d'éléments de charpente. Ces tuiles lourdes induisent des toitures à faible pente. À votre avis, y avait-il un étage ? A priori, les fondations conservées permettraient d'envisager un étage en pierre ou en pan de bois. Avez-vous retrouvé des planchers dans la stratigraphie? Uniquement dans la pièce 3, des traces d'un plancher calciné ont été identifiées sous une couche cendreuse contenant une grande quantité de céréales. Si vous ne les avez pas vus dans les autres pièces, cela laisserait supposer qu'il n'y avait pas d'étage sur l'ensemble du rez-de-chaussée. Avez-vous localisé l'entrée de la villa? On entrait probablement par la façade. Des blocs de grès d'un grand perron ont été retrouvés à l'intérieur de la villa. La largeur de ce perron correspond à la distance entre les deux murs. Nous sommes tentés d'y voir une marche de l'escalier, ou mieux, le seuil d'entrée de la villa. Avez-vous retrouvé des fragments de colonnade de la galerie? Non, aucun fragment. L'intervalle entre les colonnes appelées anthrax était approximativement de 1,50 m. On peut donc supposer qu'il devait y avoir 6 ou 8 colonnes en façade. Voyons l'intérieur. Après vous. Longtemps, nous n'avons cru qu'il s'agissait d'une cour avec une galerie couverte sur un côté. Mais aujourd'hui, on peut imaginer qu'il s'agissait plutôt d'un espace entièrement couvert avec de petites ouvertures pour la ventilation et la lumière. Cette hypothèse est très intéressante. Mais on ne peut pas couvrir un tel espace en une fois. Une poutre ne peut pas avoir 11 mètres de portée. Il faudrait des murs ou des piliers intermédiaires. Nous avons trouvé des bases de colonnes en grès uniquement dans la partie est. Il y a aussi une partition. Une moitié a un sol en terre battue assez homogène et l'autre présente un empierrement compact et grossier. Peut-être l'espace en terre battue était-il couvert, mais nous avons à nouveau le problème des supports intermédiaires pour la charpente.